Live streaming is on. Live streaming is on. Eh bien, on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Vous êtes donc sur la conférence Assystem sur le sujet « Améliorer la performance des projets complexes » tels que les centrales nucléaires, mais pas que, via la modélisation. C'est un projet de recherche et de développement interne, et vous le verrez par la suite, son petit nom chez nous, c'est le Project Delivery Model. N'hésitez pas à nous mettre un petit mot sur le chat, sur le côté, pour vérifier que vous nous entendez bien. Je sais qu'il y a un petit peu de décalage entre le moment où on parle et le moment où vous recevez le message. Dites-nous bien si vous nous recevez de votre côté. C'est OK, super. Et ben, du coup, on est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter, de même que Hugo, du coup, qui m'accompagne. Donc, je suis Amélie Jonin, je suis actuellement chef de projet dans le domaine du nucléaire. Je travaille depuis un peu plus de 12 ans pour Assystem, c'est-à-dire depuis ma sortie d'école, puisque j'ai eu la chance d'y faire mon stage ingénieur. Je suis issue d'une formation en génie mécanique à l'INSA de Rouen, que j'ai intégré en 3e année à la suite d'un DUT en génie mécanique et productique. À l'époque, on n'était pas beaucoup de filles dans cette filière-là. J'espère que ça a un petit peu augmenté depuis. Et donc, je suis accompagnée d'Hugo pour l'animation. Hugo, je te laisse dire un petit mot à propos de toi. Oui, alors donc moi, je suis élève ingénieur en dernière année à l'ENSICAN, en génie nucléaire énergétique. Et je suis aussi, donc, je fais un peu d'engagement à côté. Je suis adjoint à la représentation au BNUI, le Bureau national des élèves ingénieurs. Voilà. Très bien, merci. Donc, Hugo, tu n'hésiteras pas à me dire si j'avance pas assez vite par rapport au timing. On va essayer de tenir le temps. Donc, comme souvent, on attaque avec la problématique. Pourquoi c'est si difficile de réaliser un projet de centrale nucléaire ou plus largement d'infrastructures complexes, et comment on peut, avec les outils digitaux, sécuriser et optimiser leur réalisation. Une centrale nucléaire, ou même plutôt un programme nucléaire, car généralement, on construit des centrales par paire, voire des fois jusque 3 paires, comme c'est le cas pour le projet en Inde, par exemple, qui a prévu de construire 6 EPR. C'est parce que c'est tout d'abord aussi, d'un point de vue technique, c'est extrêmement complexe. Il y a des enjeux technologiques et des exigences en particulier liées à la sûreté qui sont importantes. Ce sont également des projets qui durent plus de 10, 15, parfois 20 ans quand ça dérive, et qui se chiffrent en milliards d'euros. Bien sûr, pour supporter tout ça, on a des organisations qui sont tout aussi complexes que les systèmes, avec des organisations qui sont le plus souvent internationales, vu la taille des projets. On a un exploitant, un responsible designer, des partenaires en groupement d'entreprises, une autorité de sûreté, des fournisseurs en pagaille et de toute taille. Et tout ce petit monde est extrêmement interfacé. Cette organisation évolue en plus de ça au fil du temps et des phases du projet. Tous ces facteurs entraînent une très forte augmentation du risque, le risque que ça se passe mal, et donc il y a des sérieuses dérives de planning et de coûts. Ça, c'est déjà vu sur quelques projets. Du coup, afin de sécuriser ces méga projets, de notre point de vue, Assystem, avec notre expérience, il est nécessaire que cette organisation complexe puisse s'appuyer sur des méthodologies robustes, comme l'ingénierie système, qui a déjà fait ses preuves dans d'autres secteurs, comme l'aéronautique par exemple, et supportée par des outils digitaux, comme le MBSE, le Model Based System Engineering, et on a également maintenant l'intelligence artificielle qui nous permet d'outiller un petit peu tout ça. C'est dans ce cadre qu'Assystem développe un ensemble de modélisations liées les unes aux autres sous le nom de Project Delivery Model. Peut-être, Amélie, est-ce que tu pourrais donner une petite définition concernant l'ingénierie système? Oui, c'est un terme qu'on entend de plus en plus dans le nucléaire, qui n'était pas encore très présent jusque maintenant, mais qui est beaucoup plus connu dans les secteurs, par exemple, de la défense, de l'aéronautique et de l'automobile. Ça fait plus de 10 ans maintenant que ça existe dans ces secteurs-là. Pour résumer, c'est une méthode de gestion de projet, mais qui est adaptée à un très fort niveau de complexité.
On a des rôles prédéfinis, comme le rôle d'architecte, par exemple, et aussi des processus qui sont définis dans cette méthode. Et en particulier, on peut compter sur 3 piliers dans l'ingénierie système: la gestion des exigences, la gestion des modifications et des configurations, et la gestion des interfaces. Si vous voulez vous renseigner un petit peu là-dessus, je vous conseille le site de l'AFIS, AFIS. C'est l'Association française de l'ingénierie système. Et l'AFIS met à disposition des documents. Il y en a un qui s'appelle l'INCOSI Handbook, qui décrit du coup les principes de l'ingénierie système. Mais voilà, c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui en plus couplée au digital, des fois vous entendrez le terme de PLM, comme Product Lifecycle Management. Ça permet de mieux maîtriser les contraintes, les risques techniques de projet et du coup de gagner en productivité. On cite souvent un exemple sur l'automobile que ça a permis de réduire de 5 ans à 2 ans la durée de conception d'un véhicule automobile, par exemple. Donc voilà, on espère aussi gagner en échelle vis-à-vis des projets nucléaires. Je vais passer à la slide suivante. Du coup, comme je disais, notre sujet d'innovation s'appelle le Project Delivery Model, et ça s'appuie complètement sur les méthodes d'ingénierie système, c'est-à-dire que nos modèles sont créés en accord avec les principes de l'IS. Pour décrire un environnement projet, on peut distinguer 3 dimensions. On a la dimension produit, avec le PBS ou le Product Breakdown Structure, c'est ce que l'on doit réaliser. On a la dimension activité, avec l'ABS, Activities Breakdown Structure, je ne vous le ferai pas à chaque fois, mais vous avez compris le principe. C'est ce que l'on doit faire pour produire notre produit. Et la dimension organisation, c'est-à-dire qui va faire le boulot. Elles sont souvent abordées indépendamment les unes des autres, selon des contraintes aussi qui leur sont propres. Si on prend l'organisation, il y a l'organisation d'une certaine entité, le nombre de ressources disponibles, les compétences. Mais le fait de les prendre indépendamment les unes des autres, ça engendre le risque, par exemple, que l'organisation ne soit pas tout à fait capable d'absorber un scope technique ou ne soit pas organisée pour supporter un nouveau processus, parce que les interfaces ne sont pas définies comme il faut, parce que le scope technique n'est pas adapté, ou clairement découpé, par exemple, entre les parties prenantes. Par ailleurs, ces dimensions sont souvent décrites dans un épais volume de documentation, des notes d'organisation, des notes de processus. Alors, on a un peu plus de chance sur la partie produit. Les habitudes de modélisation d'arborescence produit sont quand même beaucoup plus rentrées, on va dire, dans les mœurs, y compris dans le nucléaire. Mais tant bien même, on se rend compte que les exigences et les interfaces, elles finissent souvent éparpillées dans la documentation, devenant ainsi difficilement accessibles, soumises à différentes versions. Quand vous arrivez sur un projet, on vous donne l'organisation indice B, loupé, on était déjà à l'indice E. Cette fois, ça arrive. On s'en remet, mais ça fait perdre un petit peu de temps. Le parti pris d'un système, c'est donc de modéliser ces 3 dimensions, comme on modéliserait un système complexe. Si on prend donc, la partie OBS, on peut avoir des modèles avec des objets qui représentent les entités, qui sont découpés en sous-objets jusqu'aux acteurs, avec chacun des fonctions, comme des fonctions d'un système, également des interfaces entre ces différents objets, également des exigences qui contraignent notre modèle et qui nous permettent d'embarquer les contraintes et les prérequis qui sont inhérentes à notre projet. Donc, imaginez, au lieu de lire une note d'organisation quand vous arrivez sur un projet, vous pouvez naviguer dans le modèle numérique, explorer les boîtes, voir les interactions entre elles, visualiser la fonction de chacune. Et ce qui est important, et ça c'est notre souhait aussi en interne à système, qu'on puisse le faire jusqu'au dernier niveau de sous-traitance. Parce que pour nous, c'est un vrai facteur clé pour la réussite des projets, que l'organisation projet soit bien déclinée avec toute la supply chain et que tout le monde puisse s'engager et clairement voir où est-ce qu'il se trouve et comment il interagit dans une organisation. Du coup, au moment où on crée l'organisation, où on la modélise, on peut ainsi s'assurer que toutes les interfaces aussi existent, que chaque fonction rôle est définie dans un langage qui est commun et du coup compréhensible à tous. Alors, on a plus de risques quand on fait une note, par exemple Word avec un organigramme, de pas définir la fonction de chacun des services de la même façon, parce que chaque responsable de service va le définir à sa sauce. On va peut-être oublier des interfaces où il va peut-être y avoir quelques zones d'ombre dans l'organisation. Le fait de les modéliser permet de pallier
de pallier quelques-unes de ces difficultés. Et puis quand l'organisation évolue, par exemple, quand on change de phase du projet, quand on passe de la conception à la réalisation, par exemple, on peut faire aussi évoluer les modèles, vérifier qu'aucune interface n'est cassée, par exemple, quand on le fait évoluer. Si on a un sous-traitant qui met la clé sous la porte, et ben, on peut aussi facilement s'assurer que toutes les fonctions qui lui étaient allouées dans le modèle sont bien glissées dans le scope de responsabilité d'une autre entité et que toutes les interfaces sont bien réaffectées. En tout, voilà, ça a pas mal d'avantages comme matérialiser les périmètres de responsabilité en liant l'organisation au scope technique également. Parce que là, quand on commence maintenant à lier les modèles entre eux, on peut avoir plein d'exploitations différentes. Donc, quand on est dans l'organisation, on peut être lié directement au produit sur lequel on interagit. Un ou une ingénieur système peut, en passant par le PBS, voir les systèmes en interface avec son système et du coup, par extension, quelles sont les personnes de l'organisation avec qui elle doit interagir. L'interface avec ces acteurs peut aussi renvoyer vers un des processus modélisés dans la dimension ABS, par exemple le processus de gestion de contrat si l'interface est un fournisseur, enfin si la partie prenante avec laquelle on est en interface est un fournisseur. Donc voilà pour les différents aspects qu'on peut imaginer autour du Project Delivery Model. Donc en fait, un petit peu, ça va permettre comme le disait Amélie, de matérialiser un petit peu le périmètre de responsabilité, donc finalement de permettre de savoir qui fait quoi sur tel périmètre, comment doivent se passer les choses, comment finalement tel sous-traitant quel processus doit appliquer ce sous-traitant-là, quel est son périmètre, quels sont l'ensemble de ses responsabilités pour, comme l'a dit Amélie, permettre de savoir si jamais avec le sous-traitant ça se passe pas bien ou si jamais il n'existe plus, puisqu'on est sur des temps très longs, donc on peut avoir des disparitions d'entreprises ou de sous-traitants, permettre de voir finalement quels sont les manques à combler suite au départ d'un fournisseur, ou alors de savoir si, sur un autre aspect, de savoir si l'organisation permet une robustesse, savoir quels sont les liens critiques finalement, quelles sont les entités à risque, si jamais on les perd, que ça ne fasse pas tomber l'entièreté du temps. Voilà, typiquement, ça permet d'identifier les risques et on sait souvent que les principaux risques sont aux interfaces et donc de les avoir toutes bien modélisées permet de s'assurer que ça se passe bien. Et les possibilités, au final, sont vastes selon ce qu'on souhaite modéliser. Bon, bien sûr, il est un peu illusoire de vouloir modéliser l'ensemble des processus métiers, mais on peut se concentrer sur les plus stratégiques. Je vous parlais des piliers de l'ingénierie système avec les exigences, interfaces et config. Et on sait aussi du coup que la partie intégration de la supply chain, c'est également un des facteurs clés de ce type de projet. Donc, chez Assystem, voilà, on se focalise beaucoup sur la partie OBS et vis-à-vis des simulations qu'on fait pour l'instant, d'un point de vue activité, on a choisi un ou deux process projets pour tester un petit peu nos modèles. Je passe à la slide suivante. Et voilà. Du coup, avec cette slide, je voulais revenir sur la transformation que permet le digital, même la transformation que nécessite le digital. Je devrais plutôt dire comme ça. Parce que pour que tout ça fonctionne, il s'agit en effet de passer d'une démarche centrée sur les documents, on est habitué à avoir énormément de documentation, en particulier dans le nucléaire, à une démarche qui va être centrée sur les données. Je dirais que c'était une nécessité parce qu'il faut vraiment qu'on passe à une donnée unique qui permet de créer une seule vraie vision du projet partagée entre tous. Et c'est ensuite cette donnée qui vient alimenter la documentation dont on saurait complètement se passer, bien entendu. Parce que si la donnée évolue, la documentation qui fait appel à cette donnée doit être mise à jour. Et quand on a la donnée éparpillée partout dans les documents, quand on a un document qui bouge, la donnée ne va plus être la même dans un autre. Mais là, de centrer le fonctionnement du projet autour de la donnée, quand on évolue la donnée, les interfaces aussi qu'on crée sont capables de nous identifier quels sont les documents qui vont être impactés. Donc ça, c'est un des grands points forts aussi des modèles et de cette bascule data-centrique dont on entend de plus en plus parler aussi dans les projets. Et par ailleurs, on dit qu'un schéma vaut mieux qu'un long discours. C'est ça aussi la puissance des modèles de type MBSE, c'est qu'on apporte des éléments visuels qui permettent également une meilleure compréhension du projet. Par ailleurs, chez Assystem, on a bien deux approches de l'exploitation de notre Project Delivery Model.
et de la méthode de modélisation qui va avec. La première approche, on peut être en mode audit. C'est-à-dire qu'on va modéliser un projet qui existe déjà pour diagnostiquer un peu les failles, les interfaces qui manquent et proposer des optimisations de l'organisation ou des processus, en particulier en s'appuyant sur notre retour d'expérience. Donc, ça permet vraiment de diagnostiquer, de voir si ce qu'on a créé en termes d'organisation et de processus fonctionne bien ensemble et sinon, proposer des améliorations. L'autre approche, dans ce cas-là, ça va être plutôt sur le sujet de nouveaux projets, nouvelles conceptions, c'est d'utiliser des modèles prédéfinis qui vont être enrichis au fil des projets par notre REX. Et on peut les utiliser un peu comme des trames pour nous permettre ainsi d'initialiser un nouveau projet plus efficacement et du coup avec une meilleure chance de réussite. J'en avais pas parlé avant, mais la valeur ajoutée qu'on a nous sur ce projet, côté Assystem, c'est justement de pouvoir intégrer tout notre REX des projets complexes dans ces modèles, ce qui est pour nous aussi en interne une meilleure façon de capitaliser notre expérience plutôt que de l'avoir disséminée dans la documentation que personne n'a le temps de lire. Donc, comme l'a dit Amélie, finalement, ce REX et le fait que un schéma vaut mieux qu'un long discours, finalement, voilà, ça permet un peu ça, de dire voilà, on a plein de documents, là, on va tout réunir en un seul. Et si par exemple un nouvel arrivant vient chez Assystem ou dans le projet, ça va lui permettre de voir l'entièreté de la commande de l'organisation, des différents processus, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Donc voilà, ça peut servir aussi aux juniors, voire même, pourquoi pas, de les former sur de la gestion de projet ou sur un projet en particulier, de dire, voilà, ça va marcher comme ci, ça va marcher comme ça, regarde ça, les différents processus, faire un petit peu test finalement. Voilà, on peut faire un peu bac à sable dans les différents modèles. Et c'est une approche qui est quand même un peu plus sympa de nos jours que d'arriver et qu'on nous donne la pile de documentation à lire, le temps de s'imprégner du projet. Slide suivante, voilà. Donc pour finir, c'est mon dernier slide. Comme notre sujet ici, c'est d'améliorer la performance des projets complexes, je voulais revenir sur quelques derniers exemples que nous permettent l'exploitation de ces modèles. Donc, on l'a dit juste avant, ces modèles indépendamment les uns des autres ont à minima l'avantage de permettre une meilleure visualisation de l'environnement projet, mais injectés dans une base de données et couplés entre eux via le Project Delivery Model et en y ajoutant le savoir-faire de nos data scientists, ça fait partie un peu des nouveaux métiers qui font fureur, on peut imaginer plein de cas d'usage qui permettent de gagner du temps, que ce soit en phase de conception ou même de mise en service. C'est le cas, par exemple, de la génération automatique de documents. On peut, via l'établissement de patterns, j'ai mangé le mot en français, c'est pas grave, vous comprendrez, on peut utiliser la donnée pour alimenter automatiquement des rapports et des notes. Les modèles peuvent aussi servir à simuler des évolutions, tester ce qui marche ou qui ne marche pas, et ainsi aider à la prise de décision. Et ça, j'ai déjà dit, mais quelque part, je le martèle un peu, parce que c'est capital dans le bon déroulé d'un projet. Les modèles visuels sont de super bons supports à la communication et aident à une meilleure compréhension entre toutes les parties prenantes, avec aussi une moins grande barrière de la langue, quelque part, et de la culture. Et dans tous les cas, sans cette bonne compréhension, on est quand même un peu mal barré. Et c'est pas facile dans les contextes internationaux de nos grands projets d'infrastructure. Et peut-être très rapidement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du stade d'avancement du projet et puis comment est organisée l'équipe autour de ce projet-là? Oui, donc c'est un projet qu'on prépare pour le présenter au WNE, qui est un grand salon du nucléaire international, mais en France. Donc on est encore au stade où on est en train de modéliser les différentes dimensions et faut qu'on trouve la solution technique pour les lier convenablement parce que l'outil qu'on utilise qui s'appelle Capella est pas assez puissant pour les lier, donc on doit développer quelque chose par ailleurs et on travaille avec nos data scientists. Donc, en termes d'organisation, moi, je suis chef de projet, histoire de faire avancer tout ça. Je m'appuie évidemment sur tout un réseau d'experts, des experts en gestion de projet, des experts techniques aussi, des gens qui connaissent les maîtrises d'œuvre et qui nous permettent de partir avec les bons modèles de ce qui marche, qui nous aident à travers le REX. Mais c'est des gens qui n'ont pas le temps de produire. Donc, j'ai aussi une équipe de juniors qui vient travailler avec moi pour engranger toute cette connaissance qu'on a auprès des experts et le produire dans les modèles et produire aussi quelques petites notes d'accompagnement, notre stratégie, notre démarche
et ça leur permet de leur côté d'engranger aussi des compétences et de se préparer pour, on va dire, la vie réelle des projets concrets qu'ensuite on va pouvoir développer chez nos clients. Donc voilà, c'est plutôt une bonne entrée en matière au sein de nos équipes. Et on a d'autres projets d'innovation aussi, en particulier dans le digital, voilà, qui nous permettent d'intégrer des juniors et de les faire monter en compétences gentiment pour des futures missions avec de l'enjeu. Donc pour moi, j'en ai fini avec la présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions, mais on est plutôt bon en termes de timing. Pas de questions, Hugo, dans le chat? A priori, non. Pas de questions. Eh bien, très bien. Eh bien, je vous remercie tous pour votre participation. Nous allons arrêter le live, boire un coup d'eau et repartir pour les suivants. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.